le métier des sexos. Bonjour, je m'appelle Pascal Skomski. Je suis sexologue depuis 2019. Et il y a quelque temps, j'ai eu plusieurs demandes de partage, d'interviews de la part d'étudiants qui voulaient comprendre c'était quoi mon métier. J'ai pris plaisir à échanger avec elles, avec eux, et je me suis rendu compte qu'il aurait été plus judicieux de créer une sorte de catalogue du métier des sexos, car j'ai une certaine manière de proposer mes accompagnements. Et mes collègues ont d'autres ressources et d'autres manières de proposer leurs accompagnements. C'est dans cette idée-là que j'ai proposé de créer le métier des sexos. Le métier des sexos, c'est un ensemble d'interviews de différents professionnels de l'accompagnement, de l'intimité, de la sexualité, du couple. Au fur et à mesure de ces entretiens, vous allez découvrir différentes personnes avec différents outils. Ça a été très riche et très joyeux pour moi de mener ces enquêtes et de découvrir l'univers de tous mes collègues. Ça a été très joyeux également de me rendre compte qu'il existait tant de thérapeutes différents que de patients, clients ou personnes qui pourraient être accompagnés. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir ces interviews. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous, n'hésitez pas à partager. Il est intéressant, selon moi, de faire découvrir ce nouveau métier qu'est le métier des sexos. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager. Et tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter avec ton nom et ton prénom et comment tu te dénommes au niveau professionnel? Oui, je m'appelle Mathieu Boulanger, je suis sexothérapeute, psychopraticien intégratif et gestalt praticien. Super. Et au niveau de ton parcours professionnel, avant d'être tous ces métiers, bon, toute cette casquette-là, tu étais quoi au départ? Mon premier métier, c'est danseur. J'ai été danseur jusqu'en 2005, ça a été mon métier. De 2005 à 2019, j'ai été chef d'entreprise. J'ai dirigé des entreprises sociales, une entreprise d'insertion et ce qu'on appelle, pour les personnes éloignées de l'emploi, ce qu'on appelle une entreprise adaptée pour les personnes en situation de handicap. Voilà. Donc du coup, deux métiers complètement différents au départ. Oui. Et qu'est-ce qui du coup t'a intéressé ou t'a motivé à venir dans l'accompagnement sexo et dans l'accompagnement de la team du coup? Plusieurs choses. Bon, déjà, moi, ma mère est psy, donc tu vois, mon chien, il s'appelait Sigmund quand j'étais petit. Et puis, ma femme est psy aussi. Et avec un intérêt euh, pour le tantra. Euh, Ma femme, qui avait une première formation de sophro, s'est intéressée aux formations en sexo. Euh, et elle a découvert Alain Héril. J'ai regardé ce qu'il racontait dans quelques vidéos. J'ai trouvé ça intéressant, une vision assez holistique et euh, voilà que j'ai vraiment beaucoup apprécié chez Alain. Et du coup, j'ai commencé par la fin, moi. C'est-à-dire que j'ai commencé par la sexo, ma formation. Euh, et par ailleurs, les 3 premières années de ma formation, j'avais absolument pas l'intention de m'installer et de faire de la sexo mon métier. Ni de la psycho d'ailleurs. Et donc du coup, j'y allais vraiment pour le plaisir intellectuel. Au début, pour le plaisir, voilà, un petit peu dans la continuité de la CNV, euh, du tantra, de la méditation, du yoga. Voilà, il y avait aller se former avec Alain parce que j'accompagnais ma compagne et que ça, voilà, ça m'intéressait. Et puis, la formation a été vraiment, la formation de sexo avec Alain a été vraiment passionnante. Et j'ai entendu, alors malheureusement, c'est pas tout le monde qui l'entend, ça, mais j'ai entendu ce que Alain a dit.
puisqu'il y avait des gens qui étaient là, qui étaient sophro ou qui étaient hypno, etc., et qui avaient fait une formation en sexo et qui disaient, bah voilà, je vais mettre sexothérapeute sur ma plaque. Et là, moi, j'étais un peu affolé et du coup, j'avais entendu ce que Alain avait dit, à savoir, voilà, si sexothérapeute, enfin, la sexo, c'est une spécialisation. Mais en réalité, voilà, une spécialisation sur une base avec une grosse base de psychopatho, une grosse base de formation en relation d'aide, etc., que ce soit la gestalt thérapie ou autre chose, et on vient greffer de la sexo là-dessus. Donc du coup, la formation m'avait beaucoup plu et je suis allé le voir en lui disant, bah tiens, tu vas parler de ton organisme de formation, Indigo Formation, ça m'intéresse, explique-moi. Et donc voilà, j'ai toujours pour le plaisir d'apprendre, plus que avec un projet professionnel. Moi, j'avais mes entreprises et j'avais pas forcément à cette époque-là, 2016-2017, le projet de m'installer. Bah, j'ai commencé à me former chez Indigo Formation et donc j'ai fait 4 ans formation psychopraticien intégratif avec le cycle de Gestalt, de Sexo, toute la psychopatho, etc. Voilà. Donc, donc c'était ça. C'est au départ, il y avait cet univers déjà avec cette curiosité intellectuelle, l'envie de développer des connaissances, des compréhensions, des liens. Et puis au final, bah, tu as été mordu par l'intérêt parce que finalement, ça avait du sens et c'était bon pour toi ce que tu apprenais et tu avais envie d'en développer encore plus, c'est ça? Oui, et parce que on a la chance en tout cas avec une approche humaniste, avec en particulier la Gestalt thérapie, moi qui m'inspire beaucoup et je me forme encore beaucoup. Je suis dans une école de Gestalt encore aujourd'hui à l'IFFP là et je me forme encore beaucoup. On a la chance que ces formations soient aussi expérientielles, justement que ça ne soit pas que de l'intellectuel et qu'on soit soi-même en croissance permanente et donc c'est un apprentissage certes, mais c'est aussi une découverte de soi euh, à l'occasion de cet apprentissage et c'est ça qui m'a donné beaucoup envie et qui me donne encore beaucoup envie. Et du coup, à quel moment ça a été le switch entre bah, j'y vais pour ma propre connaissance, pour développer des choses, et puis à un moment donné, ben, en fait, je peux le partager et je peux en faire un métier. Euh, mais en fait, pendant que je dirigeais mes entreprises, j'ai commencé à me prendre au jeu, c'est-à-dire que voilà, j'ai Marie-Gabrielle, là, qui est la directrice pédagogique d'Indigo Formation, qui m'a beaucoup accompagné, soutenu, m'a dit, bon, Mathieu, ce serait bien que tu viennes aux entraînements à la pratique. Donc, j'ai commencé à faire de l'entraînement à la pratique et à découvrir l'étendue de tout ce que je ne savais pas et de tout ce que j'avais encore à parcourir comme chemin. Et voilà, j'ai commencé vraiment à me prendre au jeu, à, à ce que ça soit plus seulement quand j'étais en formation et le jour d'avant, le jour d'après, mais voilà, ça a commencé à m'habiter. Ma femme, elle, s'est formée aussi chez Indigo, a fait la Gestalt, mais après, elle est partie sur un cursus de psychoclinique à la fac à Nanterre, là, et donc, du coup, elle est spécialisée dans le psychotrauma, en particulier sur les violences sexuelles. Donc, du coup, on échange beaucoup aussi sur nos pratiques et sur enfin voilà, et sur le couple et sur la sexualité et sur toutes ces choses-là. Donc, ça a commencé à être de plus en plus présent, à avoir beaucoup plus de sens. Et à cette occasion-là, mes autres métiers ont commencé à en perdre de plus en plus du sens. Pourtant, j'étais dans l'économie sociale et solidaire, je suis toujours un petit peu. Euh, mais voilà, j'ai senti que ça me faisait vraiment envie. Donc voilà, il y a eu la vente de mes entreprises. Et à cette occasion-là, il y a une porte qui s'est ouverte, voilà, tout début 2021. Voilà. Et du coup, actuellement, comment tu exerces? Sous quel type de structure tu exerces? Je suis pas sûr de comprendre ta question. De manière pratico-pratique, du coup, actuellement, tu es à ton compte, tu es salarié quelque part, Ah oui. comment tu... Aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai jamais trop réussi à faire qu'un seul truc à la fois dans ma vie. Donc aujourd'hui, j'ai plusieurs activités. D'un point de vue très pratico-pratique, pour répondre à ta question, j'ai deux structures. J'ai une auto-entreprise pour mon activité en libéral dans mon cabinet et j'ai une SAS pour mon activité de conseil. Je fais, j'ai des groupes d'analyse de pratique et de soutien que j'anime pour les dirigeants d'entreprise, pour les chefs d'entreprise.
Donc, du coup, voilà, j'ai cette activité-là. Je fais un peu de conseils sur les sujets économie sociale et solidaire, mais voilà, ça tend à se réduire, cette partie-là. Mais c'est voilà, l'accompagnement des dirigeants et dirigeantes et mon cabinet. Avec dans mon cabinet, voilà, j'ai aussi dans mon cabinet deux grandes familles d'activités. Donc, du coup, c'est quoi? C'est plutôt en individuel ou en couple, ou bien c'est en groupe? Non, en fait, j'ai une activité en individuel en psychothérapie et en sexothérapie. Bon, on pourra en parler, mais sachant que je considère que c'est le même métier, c'est juste la demande thérapeutique qui diffère à la base. Mais en réalité, voilà, l'aspect très fonctionnel de la sexualité et pas ce qui me semble, enfin, même si bien sûr les patients arrivent dans nos cabinets en déclarant que le problème est là, en te le placardant comme un 4 par 3 sur le périph', en psycho c'est pareil, les patients ils arrivent en disant mon problème c'est ça, je suis en dépression, je suis en deuil, je n'ai pas confiance en moi, etc. Et en réalité, quand on déplie, bon, les sujets sont un peu ailleurs, donc la sexo, je considère que c'est un petit peu pareil. Et donc ça, c'est voilà, mon activité en individuel, avec environ la moitié de ma patientèle qui arrive avec un sujet psycho, un sujet existentiel, on va dire, et l'autre partie de ma patientèle qui arrive avec un sujet sexo. Et dans cette autre partie, environ, je dirais, 80% des personnes que j'accompagne qui sont des victimes d'abus, de violences sexuelles, d'inceste, etc. Et depuis 8 ans, je travaille sur le sujet de l'éjaculation précoce. Donc du coup, j'ai créé tout un accompagnement sur ce sujet de l'éjaculation précoce pour les couples. C'est-à-dire que ma particularité sur ce sujet-là, c'est de ne travailler qu'avec les couples. Je ne travaille pas avec les hommes qui sont en couple et qui me disent mais je veux régler ça tout seul ou ma compagne, mon compagnon ne veut pas s'engager avec moi. Je leur explique que je ne sais pas faire et je leur explique pourquoi bien sûr, hein. Et je peux accompagner des hommes célibataires pour un premier niveau de compréhension de pratique, mais en leur expliquant qu'il va y avoir à un moment besoin d'embarquer dans le train le partenaire pour que ce travail se fasse ensemble. Donc voilà, j'ai mis voilà, aussi beaucoup de choses issues du tantra, du slow sex, issues de la sophro, issues de la gestalt thérapie, beaucoup issues du yoga, des pranayama, enfin voilà. Et donc, ces accompagnements spécifiques, ils se font en présentiel, ils ont des modules de formation de manière concrète finalement. Comment? Alors concrètement, j'ai deux modalités d'accompagnement pour les personnes qui sont en Île-de-France. Bien sûr, je peux les recevoir dans mon cabinet, mais j'ai même des couples qui sont pas très loin d'ici et qui font certaines séances en présentiel et d'autres en visio. Puis après, je travaille dans tout le monde francophone. Donc, tout se passe avec moi en visio. Euh, et donc voilà, il y a 6 étapes ça dure entre 6 mois et 1 an, en fonction des couples et de la manière dont ils souhaitent travailler. Voilà. Super, c'est intéressant. Pour toi, quelles sont les compétences nécessaires justement pour exercer correctement cette profession de sexothérapeute? Je, euh, je tente d'être prudent dans ma réponse parce que je crois que comme ce titre n'est pas protégé, chacun met derrière, aujourd'hui malheureusement, hein, met derrière cette appellation sexothérapeute un peu ce qu'il veut. Euh, ma définition à moi, c'est que sexothérapeute, c'est comme psychopraticien, c'est voilà, une formation qui va euh, inclure une bonne grosse dose de psychopatho, hein, minima 800 heures, 1200 heures de psychopatho, enfin une bonne grosse dose de psychopatho, une formation complète validée par des pairs, pas juste un bout de papier qu'on nous donne parce qu'on a fait le nombre d'heures, mais aussi quelque chose avec des pairs qui vont observer dans l'entraînement à la pratique la posture et voilà, avec des écrits à rendre, avec des mémoires, etc. Enfin, voilà, une formation classique de psy qui avec de la rigueur et avec de la validation par des pairs.
Une supervision, bien évidemment, ça c'est la base, à minima une fois par mois, une journée de supervision, euh, un travail sur soi en continu. Hein, moi, je suis et en travail individuel et en thérapie de groupe, et en plus de ma journée de supervision, en plus des formations que je continue à faire. Euh, Dans la formation, pour moi, bien sûr, de la psychopatho, mais aussi des thérapies, une approche de thérapie relationnelle. Moi, c'est par la Gestalt, mais ça peut être d'autres choses. Mais en tout cas, voilà. Euh, Comment on va pouvoir euh, questionner la relation, ce qui se passe dans la relation, hein, ce qu'en psycha, ils appellent le transfert, le contre-transfert. Donc, en Gestalt, qu'on appelle plutôt, enfin voilà, en Gestalt, il y a plein de jargon, donc je ne vais pas rentrer là-dedans, mais euh, euh, et peut-être, moi je dirais, tout ce que je viens de dire, pour moi, s'applique à la psychothérapie. Et si je voulais rajouter, c'est-à-dire pour moi, il y a besoin de tout ce bagage-là, le même que pour pratiquer la psychothérapie, qui n'est pas de la thérapie brève. Et je crois que j'ajouterais à ça pour la sexo, bien évidemment, une formation en sexothérapie expérientielle, hein, pas juste intellectuelle, puisque les endroits où sont coincés nos patients, c'est des endroits du corps. La majorité de nos patients ont oublié un tout léger détail de rien du tout concernant la sexualité, c'est que ça se passe avec le corps. Donc, du coup, quelque chose qui soit expérientiel. Et j'ajouterais, ça me semble important en tant que sexothérapeute d'avoir expérimenté euh, ce que c'est que la sexualité en conscience. Ça me semble une voie intéressante puisque nos patients arrivent et 99% de la population ne connaît que la sexualité. Alors, moi, j'appelle ça la sexualité excitatoire. Voilà, donc mais tu dois bien évidemment être très familière avec ça, mais en tout cas, une sexualité dans laquelle il y a une intention d'exciter l'autre et d'exciter. Donc, ça me semble voilà, une pratique plus contemplative et méditative de la sexualité en tant que sexothérapeute, l'avoir traversé dans sa chair, ça me semble aussi quelque chose d'important. Voilà. Donc j'entends un grand tout, à la fois effectivement ces compétences d'analyse, de savoir-faire, de compréhension, ces expériences de savoir-être, à la fois d'être thérapeute, mais aussi d'avoir traversé des expériences pour pouvoir être au plus juste de ce qui amène à être accompagné, quoi, finalement. C'est ça, il y a de... Enfin, on est hypno, on est sophro, pratiquant de PNL, on fait un complément de formation en sexo et on veut proposer un accompagnement. C'est très bien, c'est top. Euh, c'est jusqu'où on va, comment on y va, etc. C'est le cas. Le problème est un petit peu comme avec le débat sans fin entre les psychologues qui seraient les vrais formés, qui ont une vraie formation sérieuse, et les psychopraticiens qui sont des charlatans. Bon, voilà. Et puis moi, j'ai cette chance-là d'avoir pu observer le cheminement aussi de ma femme qui a fait un parcours de psychothérapie dans lequel, déjà personnel, et ensuite dans lequel elle a pu se former en gestalt, en sexo, en psycho, faire de l'entraînement à la pratique et tout. Elle était vraiment Et puis ensuite, j'ai vu 6 ans, parce que là, elle elle finit là, mi-juin après 6 ans d'études. Donc j'ai vu tout ce qu'elle a appris. Il y a des choses passionnantes. Et j'ai un avis sur, en sortant de là, les capacités qu'on a ou qu'on n'a pas à se retrouver en face d'un patient aussi. Donc, des deux côtés, il peut y avoir des gens très dangereux. Des gens qui sortent avec un diplôme après 5 ans de psycho à la fac peuvent être très dangereux. Des gens psychopraticiens ou de thérapie bref qui ont fait un petit complément de formation et qui se déclarent thérapeutes et qui vont soit pas en supervision, soit faire des supervisions de complaisance. Parce que c'est pas parce qu'on est en supervision qu'on est challengé et qu'on est confronté, hein. On choisit le superviseur qui va un petit peu nous laisser tranquilles dans notre zone de confort, ou au contraire qui va venir nous faire travailler sur nous-mêmes. Et donc bon,
c'est pour ça que je suis prudent dans la réponse, c'est que c'est très, comme dit ma thérapeute, j'ai un avis très personnel et portatif, moi, sur ce sujet-là. Je crois qu'il rejoint celui d'Alain Héril, avec qui je me suis formé, celui de Marie-Gabrielle, celui de Laura, que tu connais, où notre vision, c'est que, voilà, on- on- Ah, génial, sexo, on va parler de tantra, on va parler, parce en plus, c'est la mode des coachs en sexualité, moi, ça me fait bondir. Mais donc, du coup, on va parler de tantra, on va parler d'échangisme, on va parler de polyamour. Non, 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 on va pas. Dans nos cabinets, on ne parle pas de ça. On parle de son oncle, on parle de son père, on parle de son agresseur, on parle de son mari violent, on parle De ses réels besoins, quoi. on parle de trauma et on parle d'agression et on parle de pas que de ça, hein, mais ça en fait aussi partie. Donc, comme tout psy, on est aussi amené à accueillir beaucoup de souffrances et beaucoup de voilà, et ça fait partie aussi du métier. Bien sûr, il y a des couples qui arrivent pour du développement perso, mais on aimerait en voir plus souvent, mais c'est rare. Et les amener, et on a des patients aussi qui après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, arrivent sur une transformation et sont plus ouverts voilà, à aller regarder la lumière et à aller travailler sur eux. Mais ils n'arrivent pas tous comme ça enfin, ils sont loin d'arriver tous comme ça en début de travail. Et justement, ma seconde question, ma question suivante, c'est par rapport à toutes les connaissances sur la sexualité, sur la vie intime actuellement qui sont dans les réseaux sociaux, dans les médias, comment toi tu fais la part des choses? Ça, c'est une première partie de la question. Et après, comment tu aides les personnes qui viennent te consulter à faire la part des choses entre toutes ces informations qui parfois sont un peu contradictoires quand même? Alors moi, comment je fais la part des choses avec les informations? J'ai une méthode très simple, c'est que je ne les regarde pas. J'écoute depuis plusieurs années, j'écoute plus du tout aucune chaîne d'information. Alors moi, parfois, j'apprends des trucs par mes patients. Là, je me dis, tiens, il y a beaucoup de queues là aux pompes à essence, là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y Alors a du coup, vraiment sur la sexologie et la vie intime, Et quoi, sur de la, tout sur ce qui, la voilà, sexo, ouais. sur la sexo, pour tout te dire, ça fait 1 an que j'ai arrêté de regarder parce que je, je le constate avec l'éjaculation précoce. C'est pas si simple. Les couples et les personnes que l'on reçoit, qu'on accompagne, sont pas forcément tout de suite prêts à entendre parler de sexualité sacrée, de sexualité incarnée. On est vraiment parfois à des accompagnements de tout premier niveau, de sexo-éducation de tout premier niveau, quoi. Mettre sa main sur son ventre, sur sa poitrine, respirer par le ventre, contracter, décontracter son périnée, faire un body scan. Euh, Moi, je dis aux couples aussi qui veulent travailler sur leur sexualité, laissez passer l'orage. S'il y a trop de rancœur, s'il y a trop de conflits dans le couple, etc., c'est pas le moment de travailler sur des sujets sexuels. Aller faire de la thérapie de couple avant. Ou si c'est un peu plus léger, aller faire de l'imago, de la CNV, etc. Pour mettre un petit peu de communication un peu plus saine et revenir sur les sujets sexuels. Mais en réalité, les sujets fonctionnels avec lesquels ils arrivent sont souvent l'arbre qui cache la forêt. Voilà. Et donc, si on allait toucher à ce symptôme sexuel-là, donc voilà, j'entends, enfin voilà, j'ai entendu beaucoup de choses et je me suis dit, bah, il y a beaucoup d'IACA faucons et les, les couples arrivent en plus souvent comme ça. C'est-à-dire que dans nos cabinets, le couple, il aimerait avoir la baguette magique. Tiens, j'ai un problème de vaginisme, d'éjaculation précoce, j'ai plus de désir et tout. Ok, on fait quoi? Il va falloir combien de séances? Voilà. Et puis, ça, c'est pas notre métier. Moi, je fais pas de thérapie brève. Alors, j'ai un protocole de thérapie brève que j'ai créé. Ça, c'est solutionniste. Vous avez un sujet d'éjaculation précoce, j'ai un protocole. Et en même temps, je suis le premier à passer beaucoup de temps à dire laissez passer l'orage, ce que je viens de te dire, à dire c'est d'une simplicité, mais sans nom, ça va être tellement facile. Et pourtant, il y a la majorité des couples qui vont pas y arriver et il y a quoi? Il y a entre 20 et 30% des hommes
qui se déclarent éjaculateurs précoces. Ce qui veut dire que tu vas dans une gare, un aéroport, un centre commercial, tu as croisé 10 mecs. Sur les 10, tu en avais entre 2 et 3 qui sont concernés par l'éjaculation précoce. Les chiffres sont ahurissants. Tu en entends parler nulle part. Et quand on entend parler, tu as des solutions qui s'adressent qu'aux hommes. On te dit que tu vas respirer par le ventre, tu vas contracter ton périnée, tu vas penser à ta belle-mère, ou je ne sais pas quelle idiotie, et tout va bien se passer. Et donc, les gens que je reçois, ils sont persuadés que, bon, ouais, ok, je t'écoute, moi, monsieur le thérapeute, mais ça va pas marcher ton truc parce que ce qu'on m'a proposé. Donc voilà, euh, Moi, ce que j'ai entendu, en tout cas, dans ton discours, là, c'est déjà revenir à la base, revenir à l'éducation, revenir à ce qui a été compris, ce qui n'a pas été compris, et puis revenir à la vraie demande ou au vrai besoin de la personne pour pouvoir donner des infos qui sont claires, mais qui sont surtout adaptées à ce qu'elle a besoin, quoi. oui, il y a prendre en compte où en est la personne. Est-ce qu'il y a trauma ou est-ce qu'il n'y a pas trauma? Parce qu'encore une fois, quand on vient de voir avec des syndromes sexo, bah, on se rend compte en déroulant la bobine que les personnes qui viennent consulter pour des sujets sexo sont majoritairement des personnes qui sont des victimes diverses et variées. Euh, donc voilà, c'est un premier sujet. Il peut y avoir des sujets de sexo-éducation de premier niveau, bien sûr, aussi. Euh, Moi, je leur dis souvent, j'arrive avec des couples qui, grande maison, un poisson rouge, un chien, des gamins, ils sont chefs d'entreprise, etc. Ils ont la maturité sexuelle de jeunes ados. Et, euh, et pour ceux qui disent non, moi c'est bon, la sexualité je connais, j'ai fait le club échangiste, j'ai fait le BDSM, j'ai fait le shibari, j'ai fait le truc, j'ai fait le machin. Ok. Et est-ce que tu as fait juste de poser la main sur la poitrine de ton ou ta partenaire et sur son sexe et de respirer ensemble et de rester à cet endroit-là? Non, parce que tout ce que tu as fait, ça a toujours été donc comme la pornographie, on dit, ouais, je connais la pornographie, il y a plein de choses, hein. Il y a telle catégorie, tel truc, on va sur YouPorn, sur Pornhub, il y a plein de catégories, donc on peut se dire, ah, c'est multiple. Mais pour moi, la pornographie, je ne la diabolise pas, hein, mais ce n'est juste qu'une seule forme de sexualité, qui est la sexualité excitatoire. Donc, est-ce qu'on connaît autre chose que cette forme de sexualité? Souvent, c'est non. Et donc, à cet endroit-là, il y a aussi il y a de l'éducation corporelle. Moi, je suis danseur, donc voilà, je suis danseur, je pratique le yoga, je pratique les pranayama, je fais, voilà, donc, bien évidemment je peux aussi être à cet endroit-là. Tiens, il peut y avoir, on va faire le shavash, on va faire de la respiration, du contrôle périnéal, du pilate, du machin, du truc pour trouver de l'aisance dans la sexualité, dans les, les positions dans lesquelles tu es censé être à l'aise, et bah, tu l'es pas et tu es quand même très contracté de plein d'endroits que tu te rends même pas compte de où c'est parce que tu n'es pas à l'aise avec ton corps. Donc, bien sûr, je peux aussi être à cet endroit-là avec des précaux, parce qu'en sexualité, en sexo, on est un peu plus amené à cet endroit-là de, de la préconisation, de la prescription de tâches. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On peut être aussi un peu dans la prescription de tâches, un peu plus qu'en psycho, avec des lectures, avec des vidéos, avec des podcasts. On donne un peu plus d'outils quand c'est ce qui est demandé. Mais en réalité, encore une fois, je considère que beaucoup plus souvent, il y a à creuser dans l'histoire, dans les traumas. Donc voilà, c'est les deux et il me semble important de pouvoir naviguer entre voilà, des approches un peu solutionnistes, un peu prescription de tâches et aussi être capable de regarder ce qui se passe dans la relation entre le patient et le thérapeute et tiens, et qu'est-ce qui se joue entre nous, voilà. De manière de nouveau plus pratico-pratique, pour toi, quels sont les avantages et les inconvénients actuellement de ta profession? C'est des drôles de questions. Oui, parce que je crois que je raisonne pas en avantage et Ah, inconvénients. alors, des choses qui sont agréables ou fluides et des choses qui sont un peu plus contraignantes et un peu plus, qui demandent un peu plus d'énergie ou de... Hmm. Oui, je crois que comme ça m'aide un peu plus. C'est reformulé différemment, mais ça m'aide. Euh, ce qui est très agréable, c'est qu'à cet endroit-là, moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir une grande utilité. Euh, Enfin, voilà, sur mon sujet sur l'éjaculation précoce, j'ai eu beaucoup de couples qui étaient sur le point de se séparer à cet endroit-là.
qui ont des gamins, qui ont une histoire de vie, qui sont amoureux, etc., mais à ce moment-là, qui sont vraiment en souffrance. Donc, je crois que c'est gratifiant. On fait un métier gratifiant, hein. C'est un métier très gratifiant. Les patients nous disent parfois, oh, toute la journée, vous écoutez les problèmes des gens, etc. Non, on reçoit aussi, hein, de se sentir utile et de pouvoir être là pour accompagner euh, ces phases de vie. Donc ça, je crois que c'est ça qui est agréable. Ce qui est très agréable aussi, c'est, comme je l'ai toujours fait d'ailleurs, mais c'est de pouvoir gérer mon emploi du temps et pouvoir planifier un petit peu comme je veux. Hier, c'était férié, j'ai travaillé, c'était bien pour moi. Voilà, l'agenda devant les yeux, même chose, supervision, je dis toute la journée, thérapie de groupe de vendredi à dimanche, enfin voilà, donc du coup, je m'organise, je truc, quand il y a les gamins, je veux ci, ça, enfin voilà, ça, je trouve ça intéressant, l'organisation. Ce que je trouve très intéressant aussi dans ce métier, c'est que c'est un métier dans lequel toute une vie, c'est pas suffisant pour se former, enfin, il y a toujours à apprendre des autres. Il y a toujours des pratiques, enfin voilà, j'ai fait 5 ans de psychothérapie intégrative et sexo. Pouf, je repars en Gestalt pour 4 ans. Là, je suis en troisième cycle de Gestalt. J'apprends des choses, mais c'est extraordinaire ce que je vis et ce que je traverse. Avec ma superviseuse, j'apprends plein de choses, avec ma thérapeute aussi. Enfin, j'ai plein de thérapeutes que je trouve très inspirants. Ah, donc c'est vrai que dans le monde professionnel, moi, j'ai pas rencontré autant de gens si inspirants. Moi, je pense à Alain Héril, je pense à Marie-Gabrielle, je pense à Marie-Josée Déaga ou Nelly Buty, enfin, des gens qui m'inspirent vraiment beaucoup. Donc ça, je trouve ça super enrichissant. Dans les parties qui sont plus contraignantes, bah, on en a un petit peu parlé. C'est, on accueille dans notre cabinet des personnes qui sont prêtes à travailler sur elles et d'autres non, et plein de personnes qui arrivent avec cette énergie de la société de consommation avec, tiens, je viens consommer du thérapeute pour je fais ce geste-là de la baguette magique, quoi. Enfin voilà, mets-moi des coups de baguette magique pour régler mes problèmes et qui sont dans cette temporalité des réseaux sociaux et de Et d'une exigence de la consommation, finalement, quelque chose comme ça. c'est ça. Et nous, on sait de par notre formation que certaines choses ne peuvent pas s'accompagner dans la vitesse et justement, très possiblement, pas que sur le sujet de l'éjaculation précoce, hein, mais très possiblement, les endroits qui font souffrance sont liés à cette vitesse, au fait qu'il n'y a pas assez de temps pour intégrer le vécu, pour ressentir, pour être en contact avec son ressenti corporel, son ressenti émotionnel, etc., et qu'il faut prendre ce temps-là. Donc parfois, c'est un petit peu dur. Le, ouais, le manque d'engagement. Voilà, nous, l'engagement, voilà, moi, je me sens très engagé très vite. Voilà, je m'engage. Et puis parfois, tu te dis, bon, je t'engage, et puis en face, ça s'engage pas pour soi-même. Moi, les patients, ils me disent, j'avais rendez-vous avec vous aujourd'hui. Mais non, pas avec moi que tu as rendez-vous. Tu avais rendez-vous avec toi-même, hein. Et moi, je suis là que pour accompagner la croissance et pour, voilà, mais c'est pas moi qui fais le boulot, hein. Donc, du coup, parfois, oui, c'est d'autant plus que moi, je suis très engagé dans mon travail personnel de thérapie. Enfin, la déontologie et le cadre, c'est un truc super important, un peu rigide de ce point de vue-là. Mais du coup, voilà, moi, je m'engage beaucoup dans mon travail. J'ai cherché très volontairement des superviseurs et des thérapeutes très confrontants qui me ménagent pas. Donc, du coup, j'aime cet engagement dans le travail. Donc, parfois, voilà, ce manque de résonance à cet endroit-là peut je fais ce geste-là, là, ah, ouais, ça me déçoit, ça peut me décevoir un peu parfois. En quelques mots, quels conseils tu pourrais donner à des étudiants ou à des professionnels qui voudraient s'orienter vers ce domaine? Donc, tu en as déjà un peu parlé, mais juste, voilà, quelles pistes ou quels conseils tu pourrais donner? Euh, l'ouverture, l'ouverture, puisque je crois que on est dans un métier, même si je disais en rigolant tout à l'heure que j'écoute plus les infos, mais on est dans un métier où, selon moi, euh,
Je crois que ma déontologie m'impose une curiosité permanente. Ça tombe bien, je me crois très curieux et j'adore apprendre, mais je crois que le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de surtout, surtout pas envisager qu'après 4 ou 5 ans, ça y est, on est formé et c'est bon. En fait, au bout de 4 ou 5 ans de formation très sérieuse, très structurée, avec des grands professionnels et encore une fois, voilà, une vraie validation dans une école sérieuse ou des écoles sérieuses, et ben, au bout de 5 ans, on a juste le permis d'aller apprendre à faire ce métier, selon moi. Donc c'est juste ça qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est contrairement à d'autres métiers, on se forme, ensuite on pratique, et puis youpla boum, et puis voilà. Je pense qu'on est vraiment dans ce métier-là, dans quelque chose où il y a cette exigence du travail sur soi permanent et de l'apprentissage permanent. Et en sexo en particulier, eh bien, voilà, il y a la psychopatho à manger qui est, voilà, qui est un peu lourde. Il y a le vivre, selon moi, l'expérience de travailler sur soi. Voilà, c'est un vrai sujet, le travail de toute une vie. Vivre le sujet de questionner sa sexualité et d'aller être curieux de sa sexualité et d'aller sortir un peu de sa zone de confort, puisque c'est un petit peu l'endroit où viennent nous chercher nos patients, hein. C'est là, je- voilà, je me sens coincé à un endroit, donc ils viennent nous voir pour est-ce que nous, on a réussi à, voilà, à questionner et à regarder et à expérimenter la sexualité. Et je suis pas à l'endroit du lubrique et d'expérimenter plein de choses, etc. Je suis vraiment, je sais pas, et d'ailleurs, moi je le dis parce que toutes les semaines, je le dis au moins une fois à mes patients, hein, j'espère que j'aurai jamais la prétention de savoir ce que c'est que une sexualité qui soit bonne ou adaptée, ou qu'est-ce que c'est la bonne sexualité pour les autres, hein. J'espère que je la chercherai toute ma vie pour moi-même. Mais du coup, voilà, mais c'est en tout cas, voilà, expérimenter aussi. Voilà, je parlais du tantra tout à l'heure, mais ça peut être autre chose, hein. La sexualité, oui, ça peut être le sexe, ça peut être ça a plein de noms, hein. Sexualité en conscience, voilà, mais aller expérimenter, me semble-t-il, de cet endroit-là, c'est des jolis endroits, et des endroits lumineux. La sexualité, Alain Héril, il dit souvent, c'est l'acte 3 de la scène 5. Moi, j'adore ça. Mais c'est vrai, la sexualité, c'est le grand drame, hein. Euh, c'est l'inceste, c'est la pédophilie, c'est les maladies sexuelles, c'est le viol, enfin, voilà. Donc, du coup, comment on amène nos patients qui arrivent avec de la peur, avec de la tension autour de la sexualité, avec du trauma, vers quelque chose de lumineux. Bon, voilà, il y a des formes de sexualité plus lumineuses. Je suis pas dans le jugement de valeur en train de dire c'est mieux que la sexualité excitatoire. Je suis juste en train de dire ça me semble intéressant d'aller aussi regarder de ce côté-là. L'avoir expérimenté une fois dans sa vie au moins, même si on ne souhaite pas devenir un pratiquant, un tantrika ou je sais pas quoi, mais au moins être allé vivre une semaine de stage, être allé en tant que thérapeute, ça me semble une expérience essentielle pour accompagner de la sexo. Et je crois aussi qu'en tant que sexothérapeute, euh, on se doit de garder une relation à l'art, euh, quelle que soit la forme, mais je crois que nos patients dans la sexualité sont souvent coincés dans du réel très dur. Du coup, Et j'entends le danseur là qui parle en disant c'est aussi bien de garder cette ouverture. oui, parce que l'art permet de mettre du symbolique, de faire un pas de côté, de parfois certaines choses. Moi, je sais que j'ai un deuil que j'ai traîné depuis 2006. Et en danse-thérapie, j'ai débloqué un truc que j'avais l'impression que j'avais travaillé 700 fois, que je me la racontais, elle me racontait des trucs très intelligents, etc. Et puis c'est passé par le corps et j'ai chialé pendant une demi-heure. Et puis je dis pas que enfin, je pense pas qu'un deuil se traverse complètement et avec on-off et après c'est fini. On garde des traces. Mais je crois que là, j'ai vraiment, en passant par le corps, il y a vraiment des choses qui ont pu s'évacuer et par la symbolique aussi, voilà, donc il y a le corps, il y a la symbolique, il y a l'art. Je crois que tout ça, ça fait aussi partie de ce métier. Pour clore, est-ce qu'en un mot, une phrase ou un concept, tu pourrais me résumer, on t'en a déjà beaucoup parlé, mais ta vision de la sexualité ou de la vie intime? Waouh, C'est un beau challenge pour clore. waouh.
pas une phrase, ça va pas être très construit mon histoire, mais je crois que ça tourne un petit peu autour de la curiosité de soi et la curiosité de la rencontre nourrissante et la rencontre d'amour et la rencontre nourrissante. Voilà, je crois que c'est ça. Et de la curiosité pour soi. Souvent, je dis à mes patients, on a la prétention d'aller rencontrer l'autre alors qu'on ne s'est pas rencontré soi-même. Nos patients, ils savent pas trop ce que ça veut dire se rencontrer soi-même au début. Donc, c'est là où il faut peut-être un peu les aider. Donc, la curiosité de soi, et je crois la curiosité pour une rencontre pleinement incarnée, d'amour et nourrissante. Voilà, ce serait ça. Super. Merci beaucoup pour ce temps Avec de plaisir. partage et d'échange. Avec plaisir.